Hello, hello les amis. Coucou, je suis contente de vous retrouver. Je viens vous voir pour la nouvelle lune en taureau du 8 mai. J'espère que tout le monde va super, super. Nouvelle lune, nouveau cycle. Alors, vous avez vu que la dernière fois, j'étais un peu dans une frénésie. Là, je suis beaucoup plus calme. Et puis, en plus, j'ai essayé de faire vite parce que si j'ai une vidéo de moins de 30 minutes, je peux la mettre sur TikTok, tout ça. Mais en fait, TikTok n'a pas apprécié ma vidéo de la fois d'avant, puisque je me suis retrouvée avec très peu de vues alors que j'en avais un petit peu et bon, du coup, je ne me speed pas comme la dernière fois. De toute façon, ce ne sont pas les mêmes énergies non plus. Il faut savoir pour information comme ça que la dernière fois, en fait, la conjonction précise Uranus-Jupiter était pile en face sur mon thème natal d'une conjonction que j'ai moi, Mars-Neptune en Scorpion. Et pile poil en face comme ça. Ça donnait ça, vous voyez. Ça donnait la frénésie, le feu prométhéen. Et là, je suis plus calme, ça fait du bien. J'espère que je vais pas m'endormir sur les chemins. Je pense pas, j'ai préparé un petit PowerPoint un peu sympa. En tout cas, moi, ça me plaît. J'espère que ça va vous plaire, les amis. C'est pour vous que j'ai fait ça. Et je vous invite à venir avec moi faire ce voyage. On va s'intéresser à Mercure, vous vous en doutez, puisque je l'ai quand même énoncé plusieurs fois lors de la dernière vidéo. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo parce qu'il y a des trucs que je ne vais pas pouvoir répéter. Sinon, on n'en peut plus, quoi, au bout d'un moment. Tac, je me fais toute petite, je viens me mettre par ici. Les amis, nouvelle lune en taureau. Alors, plusieurs observations, déjà. Là, on a tout. Première observation. Ah non, ça va pas du tout. C'est la fin de mon PowerPoint, les amis. Retour. Escape. Je retourne sur mon démarrage, diaporama. On est ensemble? Ouais. C'est cool. On continue. Ok, donc nouvelle lune en taureau. Donc, d'abord, Pluton s'est mis à rétrograder depuis le 3 mai. Donc, il va il va remettre un pied dans le Capricorne, et puis ensuite, il en ressortira complètement. Et on en aura fini d'aller danser comme ça entre le Verseau et le Capricorne. Et donc là, il est en situation, enfin, je veux dire, il est presque immobile, en fait, parce que comme il se met à rétrograder, ça démarre très lentement. Bon, ça c'est une des observations. Pluton rétrograde, on a terminé la vidéo la dernière fois en disant, avec Pluton, la question qui se pose, c'est comment je m'ouvre à la volonté de Dieu. Souvenez-vous. Alors Dieu, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai mis du temps à pouvoir le dire, mais moi ça ne me pose plus de problème. Maintenant, on a tellement été éduqués à en avoir honte finalement, que si vous préférez prendre l'univers, la conscience, vous faites ce que vous voulez. Moi, ça me pose pas de problème de parler de Dieu. De façon tout à fait libre, d'accord? Sans religion. Si ce n'est quand même une petite teinte christique personnelle, non pas chrétienne, mais christique. Ok les amis, donc Pluton s'est mis à rétrograder, ok. Deuxième observation, Mercure est au milieu de sa zone de rétrogradation et c'est là où il avait rencontré le Soleil. Et puis, il est conjoint à Chiron. Alors, c'est quand même une très grosse information et on va s'intéresser à ça puisque Mercure, comme je l'ai dit l'autre fois, a quand même teinté de manière très subtile, en filigrane, les observations que j'ai fait dans la vidéo précédente. Ok, donc on avance. Mars est passé en Bélier. Il est dans la zone de rétrogradation que Jupiter avait faite en Bélier pour passer du Poisson au Bélier. Donc, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que Neptune est à la toute fin, enfin en tout cas au début, on peut dire, enfin je sais pas, début ou fin là, vous voyez, ça c'est très Poisson, c'est très Neptune ça. Et vous croyez dire un truc, vous dites le contraire. Mais bon.
Donc, début et fin, on va dire, d'accord? Neptune d'un côté et Mars quasiment de l'autre. Alors Mars est rentré en Bélier. Ça, on va en parler tout à l'heure. C'est quoi un Mars en Bélier? OK? Et vous parlez de licorne Bélier. Enfin, c'est moi qui parle, mais je connais bien ce signe. Et puis, même s'il m'échappe forcément. Et donc, dans la zone de rétrogradation de Jupiter, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Jupiter, lui, il sort. Il sort et très prochainement, quand même, enfin, à la vitesse de Jupiter, la prochaine information pour Jupiter, c'est de passer dans la zone de rétrogradation de Mars. Et ça, on sait que Mars a été initié dans ce signe du Gémeaux qui fait référence déjà au féminin en général, parce que on fait référence à la biche de Sérigny, et puis aussi à Castor et Pollux, puisque c'est le monde d'en haut et le monde d'en bas. On retient ça, les amis. Ok, et puis Vénus est au centre de la zone de rétrogradation, la dernière zone que Jupiter a faite. Donc ça aussi, c'est intéressant, vous voyez. On a quand même, puisqu'on avait quand même mis en valeur la dernière fois Pluton, Mercure, Vénus, et voilà, Jupiter sort de la zone d'Uranus, oui, c'est ça aussi, hein, d'accord, puisque cette zone-là était la zone de rétrogradation, Jupiter en sort, donc il est évidemment toujours en conjonction proche, toujours active, ok, mais le voilà qui s'en va, et le voilà quand même qui s'est détaché de cette zone de rétrogradation, en tout cas. Tandis que la nouvelle lune en question, à 18 degrés, elle, est quasiment à la fin qu'avait fait la zone Jupiter, la zone de rétro de Jupiter, et enfin fin ou début, c'est la même la même dyslexie, je suis désolée. Bref, vous avez compris quoi, d'accord? En rouge, la zone de rétro d'Uranus, en bleu, celle de Jupiter. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'était que la zone de rétrogradation de Jupiter était exactement celle que Mercure avait faite. Oh mon Dieu! Donc Mercure, on l'a vu l'autre fois en 2010, lorsqu'il y a eu la dernière conjonction Jupiter-Uranus, eh bien, mon Dieu, Mercure était à l'emplacement, en fait, en 2010, Mercure était à l'emplacement de cette conjonction-là. Ok, je ne suis pas super claire, mais je pense que si vous avez regardé le truc d'avant, vous m'avez comprise. Ok, donc ça c'est celle d'avant, pleine lune en Scorpion. Vous voyez, Mercure était à la toute fin de la zone de rétrogradation et Vénus était placée finalement là où Mercure est maintenant. Ok. Et puis, eh bien, écoutez, la nouvelle lune d'avant, du 8 avril, on était conjoint à Chiron, et là où maintenant il y a, je ne sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, je l'ai déjà dit une autre fois, qu'on était à la toute fin de la zone de rétrogradation, ou le début. Hein, là où il y a le nœud nord maintenant. Ouf, merci les amis. Voilà, là où il y a le nœud nord maintenant, en bélier. Ok, donc, nous allons avancer un petit peu ce PowerPoint, parce que nous allons revenir à ces 3 points jaunes que j'ai montrés sur la carte. Un, qui était la conjonction Vénus-Soleil, du 19e degré au 20e degré. Je vous invite à voir les vidéos d'avant pour comprendre ce petit décalage-là, qui nous invitait à sortir des convenances, et notamment à sortir des sillons de la pensée. Hein. On fait référence au Yiking astrologique, hein, les degrés sabiens, et on avait fait cette réflexion que plusieurs lunaisons avaient marqué ce point-là, des nouvelles lunes, des pleines lunes, le fait que Mercure se mette là, le fait que Vénus se mette là. Et on était peut-être en 2022, c'est vrai, mais ce point-là avait été vraiment mis en scène. Okay, et je l'avais repéré plusieurs fois, et j'avais dit que dans la zone de rétrogradation que Vénus avait faite tout l'été l'année passée, eh bien, finalement, nous passions du 19e au 20e degré, et on retient que l'idée, c'était de sortir des sillons de la pensée. Et puis, on avait été invité à aller voir ce point-là en face. Je vous renvoie aux vidéos précédentes, où là, tout d'un coup, on nous proposait de revenir à l'homme de nature. Et ça, j'en avais parlé plusieurs fois.
revenir à l'homme de nature, ça fait référence à ce nœud sud en balance qui marque cette volonté de sortir du monde des apparences dans lequel on s'engouffre avec les réseaux notamment, puisque finalement, pour répondre, comment dire, aux nécessités des algorithmes, etc., on va finir par exemple par choisir toujours la même musique. C'est pour ça que sur Instagram, il y a toujours la même musique, vous voyez, c'est parce que ce sera mieux référencé. Vous voyez, donc on finit par bosser pour les algorithmes, et là, il y a un vrai souci. D'accord. Et alors là, c'est le contraire, en fait. D'ailleurs, on nous invite à sortir des sillons de la pensée, mais pour répondre à une espèce de normalisation qui va permettre d'avoir les bons points finalement, eh ben, on va tous prendre le même truc. C'est infernal, hein. On va devenir fous, les amis. Bon, on nous invite à revenir à l'homme de nature, hein, c'est-à-dire revenir à cette nature naturante, ce parallèle que je fais que je vous propose entre l'astrologie et la non-dualité qui, moi, me ravit. Et évidemment que, comme le dit Luc Bugé, on fait l'astrologie que l'on est. Donc c'est la proposition que je vous fais. Et puis, marquer ce troisième point ici, qui était donc le positionnement des lunaisons passées, où on revenait finalement à la puissance de la compassion. Alors je voudrais revenir un tout petit peu sur ce sujet-là pour reparler de Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, Saturne, c'est le siphon intérieur, nous dit Luc Bigé. C'est-à-dire que justement dans la désidentification de l'ego, pour sortir de la souffrance notamment, eh bien, une fois qu'on a répondu à je suis, j'ai fait, j'ai eu, j'ai dit, eh bien, on n'a plus rien à dire parce qu'avec Saturne, c'est ce siphon intérieur qui va justement se diluer dans les grandes eaux de l'infini, puisque lorsqu'on sent n'être rien, eh bien alors on peut se connecter à tout. C'est la grande, grande validation de Saturne, parce que Saturne est celui qui valide, et Saturne va être en conjonction avec Neptune, et il ne sera pas en Poisson au moment où il va être en conjonction avec Neptune, il sera en Bélier. Pourquoi? Parce que justement, tout ce travail énorme de la désidentification et de la réalisation quelque part, hein, va nous inviter à une toute autre logique dans le signe du Bélier, qui, on l'espère, recevra des énergies d'un Mars upgradé, hein, dans tout le boulot qu'il a fait dans le signe de Mercure en Gémeaux. On espère bien qu'à ce moment-là, il y aura une telle maturité, ok, et vous verrez pourquoi je l'ai dit, ce mot-là, que voilà, hein, tout cela est une grande préparation au passage de Neptune en Bélier, j'ai déjà dit plusieurs fois. Et eh bien, nous avons maintenant ce merveilleux positionnement de Chiron qui est conjoint à Neptune, à Mercure, au centre de la zone que Mercure a faite. Alors, qu'est-ce que cette zone? Eh bien, ça, c'est la boucle de rétrogradation. Vous voyez, il y a différents points en fait. Ça, c'est quand Mercure et le Soleil se sont rencontrés à un moment donné. Ça va créer des moments, voyez-vous, avec Mercure. Par exemple, du moment 4 au moment 5, c'est très chaotique cette période-là. Vous voyez, là, on est dans la période de rétrogradation, hein. Quand on vous dit ça y est, Mercure rétrograde, en fait, il est dans la boucle depuis. Alors, depuis le point 1, ok, mais c'est léger. Mais à partir de ce point-là, en fait, d'accord? Il est dans son. Qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà dans la boucle. Ok. Donc, quand il est au point 5, il est conjoint au Soleil. C'est ce qu'on a eu dernièrement, Mercure et Soleil, d'accord, à la zone centrale. Ça, c'est mon chien qui doit cracher. Voilà, voilà. C'est bon. Il a un souffle au cœur et c'est assez compliqué. Il l'a déjà fait l'autre fois. J'espère qu'il va bien gérer. Sinon, c'est syncope.
Ok. Donc, Mercure, Soleil au point 5. Voilà. Ouh! Ensuite, Mercure sort de la zone de rétrogradation. Et c'est le moment où on vous dit, ça y est, Mercure est reparti direct. Mais en fait, il est encore dans sa zone. Hein, donc, comme il l'est en ce moment, en fait, il est au point 7 en ce moment. D'accord? Donc, j'avance un peu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il est au point 7 ici, maintenant. D'accord? Ce Mercure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, qu'est-ce que Luc Biget nous dit? Entre 6 et 7, hein, entre 6 et 7, c'est une phase d'apprentissage. C'est trouver des stratégies, des techniques, des moyens de communication mûrs et agir dans le monde, maturer et agir dans le monde. Ok? On a trouvé des stratégies, des techniques, des nouveaux moyens de communication. D'accord? C'est vraiment le travail d'un Mercure rétro. C'est une nouvelle manière de penser, de comprendre. Vous voyez, comme le fait de sortir des sillons de la pensée, c'est quelque chose qui a déjà, qui est vraiment un travail là qui est, comment dire, on laboure la terre plusieurs fois là, hein, vraiment hein, sur le sujet, ok? Et puis, eh bien, entre 6 et 7, non, entre 7 et 8, donc nous on est au point 7 là, c'est la phase d'expression. Mercure a l'aisance d'avant, mais sur le nouveau niveau de conscience, un nouveau niveau de conscience, ok? Et je pense qu'effectivement, globalement, il y a un nouveau niveau de conscience quand même par rapport à l'actualité, par rapport aux médias, par rapport, j'ai envie de vous dire, à la nourriture, à la médecine, etc. Et on en reparlera. Pourquoi? Parce que justement, Chiron est conjoint. Il est au point 7, lui aussi, avec Mercure, voyez-vous, celui-là. Bon, niveau de conscience, les amis, là, c'est la petite parenthèse dont je vous fais le speed à chaque fois, mais qui est l'échelle de conscience en astrologie, ok? Et c'est tellement important. Donc, on va partir sur ce truc-là. La croix des maisons, il y a plusieurs croix dans le thème. Première croix, la croix des maisons. Deuxième croix, la croix solaire. Troisième croix, la croix des nœuds lunaires et la croix de la lune noire. La croix de la lune noire, c'est le plan métaphysique. Puis, les nœuds lunaires, c'est le plan de la personnalité. Ça, c'est important que vous le compreniez parce que, vous voyez, nœud nord, nœud sud, on va dire, c'est du point de vue de la personnalité. Ok? Après, c'est du point de vue du soi, le plan du soi et le plan de l'expérience. Vous voyez? Le plan de l'expérience, bon, ben, c'est les maisons, les 12 maisons habitées. Le plan et avec milieu de ciel, fond de ciel, ascendant, descendant, sachant que le milieu de ciel au-dessus, c'est votre étoile. L'étoile, quand vous avez inspiré ce moment-là du cosmos au moment de votre naissance, c'est l'étoile au-dessus de votre tête, c'est votre zénith. Okay? Et puis, il y a l'étoile intérieure qui, elle, est ce qu'on va appeler la licorne, c'est-à-dire la lune noire. Moi, je prends la lune noire vraie, je vous l'ai déjà dit. Si Luc Biget venait me voir, hein, on ne sait jamais, eh bien, je dirais que non, 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 il n'a pas une licorne en taureau, je veux dire qu'il a une licorne en bélier, les amis. Ça change tout et ça explique aussi pourquoi il a une telle délicatesse en balance dans le signe d'en face, évidemment, puisqu'il faut aller chercher le signe d'en face comme une deuxième nature, d'accord? Pour assurer notre âme sur le fait que lorsque on aura acquis comme une deuxième nature le signe d'en face, alors on ne se plantera pas comme on s'est planté avec notre licorne. Donc, le plan de l'expérience, c'est le plan de la Terre, le plan du soi, le Soleil, le plan de la personnalité, la Lune. Alors ça, je voulais vous rapporter un peu une information supplémentaire, c'est vous dire, le nœud nord, vous voyez, on ne le sent pas. Dans notre thème, on ne le sent pas du tout, c'est normal. C'est parce qu'en fait, on nous demande de faire l'acquisition de ces qualités-là. Et la vie va aider. La vie va vraiment aider. Alors que quand on reste sur les qualités de notre nœud sud, nous, on en a les facilités, voyez-vous. Mais par contre, la vie, elle n'aide pas du tout. Quand on reste sur les qualités de notre nœud sud, non. Non, pourquoi? Mais parce que c'est déjà acquis, en fait, hein, cette facette-là, on va dire, des 12 essences d'expérience que représentent les signes, et ben, c'est déjà acquis, vous voyez? Donc, mais nous, on va ramer hein, pour aller vers le nœud nord. Et souvent, d'ailleurs, la licorne, elle va un peu se pointer pour mettre un bon petit coup de pied au cul pour y aller, parce que nous, on n'y va pas tout seul, ou peu, ou pas, mais en fait, on n'a pas le choix. Hein. Moi, je vous dis comme je pense.
Je pense plus du tout qu'il y ait de libre arbitre, en fait, hein. Je crois qu'il n'y en a plus. C'est juste la vie qui s'amuse avec tout ça. Bref, les amis, Nord, plus vite vous y allez et moins vous avez de soucis, ok? Donc, de l'étoile intérieure à l'étoile physique, c'est retrouver l'unité, retrouver l'unité. Donc, moi, j'ai plusieurs offres astrologiques. Je vous invite à venir vers moi, notamment d'ailleurs si vous avez des planètes rétrogrades dans votre thème, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et Luc Biget dit en démarrant son séminaire que il aura raté son séminaire si vous ne regrettez pas. Alors, je fais une double négation, donc on va repartir en arrière. Il aura réussi son séminaire si vous regrettez de ne pas avoir une planète rétrograde dans votre thème. J'espère que vous m'avez suivi. Quand on fait cette analyse-là de l'échelle de conscience, on se rend compte à quel point la lune noire porte la mémoire de la direction, la plus grande direction souhaitée, en fait. Et quelle est-elle? Parce qu'elle a changé de signe, là, cette fois-ci, cette licorne, voyez-vous, elle était en Vierge. Et en Vierge, on en a parlé la dernière fois. Elle a dit en Vierge qu'elle cherchait une cohérence parfaite entre l'articulation de la forme et de la pensée. Puisque Mercure cherche une nouvelle manière de penser et de comprendre. Ok, mais pour ça, il va falloir déloger. Il va falloir, comme dit Dives, retourner tous les petits cailloux sur le chemin. Et là, on est passé à un autre sujet avec la licorne en balance, c'est le sujet de la beauté, mais on en a parlé la dernière fois. On a dit que Luc Biget nous faisait la proposition de la beauté en tant que donner une forme à l'ineffable. Et on a parlé de la forme la dernière fois. Je vous invite à aller sur la vidéo d'avant parce que je ne peux pas tout reprendre. Mais ce que je voulais signaler, c'est que Vénus est directement née en fait d'Uranos. Et en fait, elle permet un contact direct avec le monde des idées. C'est une déesse libre, nous dit Luc Biget. Okay, et donc ça nous cause, les amis. Et ça nous cause d'autant plus qu'elle, elle est au milieu de la zone rétro de Jupiter. Et que Jupiter s'en va bientôt, comment dire, justement dans le signe de Mercure, et que Vénus est bien placée aussi pour en parler du Gémeaux finalement, puisque c'est la maîtrise ésotérique du signe du Gémeaux, ou je crois que c'est Neptune, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est l'impulsion à aimer. D'âme à âme, les amis. Je reviens quand même, je ne me perds pas trop, et on se retrouve donc, nous, avec un sujet licorne, balance, qui va nous proposer justement de revenir à nos vrais besoins, ok, ce qui est notre vraie nature, et aussi revenir à une forme de spontanéité, d'authenticité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais là il y a Chiron qui vient se pointer dans l'histoire. Et si on reprend la boucle de rétrogradation, on a dit Chiron au point 7, il est au point 7 avec Mercure, d'accord, avec un nouveau niveau de conscience, entre 6 et 7, ici, on est dans la phase où on trouve de nouveaux moyens de communication, on mûrit quelque chose, on commence à pouvoir agir dans le monde, et ici, on a plus d'aisance, et on a acquis un nouveau niveau de conscience, j'espère, les amis. J'espère. Alors, je suis un peu paumée en fait, je vais vous avouer, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais on va parler de Mercure et de Chiron, parce que ils sont ensemble, voyez-vous, dans la zone de rétro. Et donc Mercure déjà, il a le caducée d'Hermès. Donc lui, c'est quand même aussi lié à Chiron, on peut dire à la santé. On va revenir à cette notion de santé après avec un petit texte que je vais vous lire de Luc Biget, que j'adore, que je trouve merveilleux, pour parler de Chiron. Et puis, qu'est-ce qui fait finalement cette histoire de caducée, de ombre et lumière? Vous voyez, c'est que, en fait, avec Hermès, le sujet, c'est l'ombre et la lumière.
C'est la conjonction des contraires, c'est relier les opposés en comprenant que la fusion est de la confusion. C'est maintenir une juste distance par rapport à la réalité par le fait de la nommer. Il permet, Hermès, de donner accès au réel. Vous voyez, en fait, ça, c'est un des schémas qu'il y a chez Luc Biget que j'ai un petit peu bidouillé, où en fait, on a finalement ces symboles-là, d'accord? Le rond, le point, l'horizontal, la verticale et la courbe, ok? Et avec ça, on fait tout. Et celui qui les a tous, c'est Mercure. C'est le principe intermédiaire. Lui, Mercure, il va questionner en permanence l'expérience, mais il va nous mettre à distance de l'expérience. Il va consciemment questionner le réel et il va aider à la désidentification pour atteindre la liberté intérieure. Moi, je vous donne tout ça, à vous de faire les ponts que moi je ne fais pas, en vous expliquant les trucs, mais j'espère que vous sentez qu'il y a un lien dans ce que j'exprime. Et puis, eh bien, la chose aussi à noter, c'est que Mercure, c'est la maîtrise ésotérique du Bélier. Et lui, il est dans l'impulsion à connaître. Alors, j'ai noté dans les impulsions, les maîtrises ésotériques, Luc Biget nous dit, je trouve ça très beau. Les impulsions sont infusées par la présence du sacré, mais on les contacte en permanence. Vous voyez, parce que j'ai dit, c'est toujours du point de vue de l'âme, c'est toujours la maîtrise ésotérique du point de vue de l'âme, mais je veux dire, c'est pas un autre monde, hein, c'est notre monde à nous, hein, d'accord? On se laisse contacter, je ne sais pas comment dire ça, infuser, voilà. Infusé par la présence du sacré. C'est l'intelligence intuitive. Alors, on est dans le signe de Mars, du Bélier. Et voyez, donc il y a les 12 travaux d'Hercule qui représentent les 12 signes. À la façon de Luc Biget, ok? Je sais qu'il y a des signes qui sont différents pour d'autres auteurs, mais on va rester là-dessus, nous. Et pour parler du Bélier, en fait, on va faire référence au fait de laisser s'installer le sacré. Justement, c'est quoi le signe du Bélier? En tout cas, les juments de Diomède. Dans l'histoire des juments de Diomède, finalement, c'est qu'elles sont attachées avec des trucs en métal dans une étable. Et on ne met pas des juments dans une étable, j'ai déjà dit plusieurs fois en fait. Et l'histoire avec les juments, c'est la question qui se pose, c'est que est-ce que nous sommes nourris d'une nourriture qui nous convient, hein? C'est-à-dire que quand on voit des gens débarquer dans le signe du Bélier, par exemple, et qui nous disent « mais j'ai fait un burn-out », ben oui, c'est le burn-out assuré, si vous voulez, dans la mesure où vous n'êtes pas à l'écoute de vos réels besoins et vous n'êtes pas dans votre liberté de nature naturante, c'est-à-dire qu'on ne met pas des juments dans une étable et on laisse s'installer le sacré dans le sens où, en fait, c'est un épisode dans l'histoire où, en fait, pour gagner la partie, il crée un canal, Hercule, de façon à ce que l'eau rentre, et ça va lui permettre de gagner la partie. C'est une manière de préserver la tête, en fait. Parce que quand l'énergie vitale, on parle de l'énergie vitale avec Mars, quand l'énergie vitale est mal gérée, et ben ça peut atteindre justement la tête, d'accord? Donc il y a cette notion du calme, cette notion, en fait, c'est une référence au chakra. Et la notion de laisser rentrer les grandes eaux de la Grande Mer, et notamment le sujet de la compassion, les amis, le sujet de l'oblativité. Donc je fais un pont avec tout ça, parce que un Mars en Bélier, on va dire, mais ça va péter. Et ça peut, bien sûr. Mais un Mars instruit, un Mars qui est passé si longtemps dans le signe du Gémeaux lors de cette dernière rétrogradation, c'est un Mars qui a muté, c'est un Mars qui a maturé, c'est un Mars qui s'est laissé imprégner, infuser justement par ces énergies du sacré. Et c'est plus un Mars individualisé, c'est un Mars au service du Soleil, on l'a dit l'autre fois. Le service est à l'âme, ce que le désir est à la personnalité, c'est une phrase d'Alice Bailey. Et puis Chiron est là, en conjonction avec Mercure. Et Chiron, lui, alors,
il porte une grande blessure d'injustice, hein, et il y a tout un rapport avec la notion de pardon, mais c'est pas là-dessus que j'ai envie, moi, d'aller. J'ai envie de lire un petit passage de ce livre que j'adore, qui est vraiment super. Et je vais vous lire pourquoi Chiron. Petite lecture, les amis. Nous avons déjà rencontré Chiron en explorant la nature du jeudi, avant sa fin tragique. Hein, c'est ce bouquin-là. De quel jour êtes-vous? Mais vraiment, je vous conseille de l'acheter, de Luc Bigé. Il est vraiment super. Et donc, le centaure était réputé pour ses qualités d'enseignant. Il a formé les plus grands des héros de la Grèce mythologique aux arts de la botanique, de la médecine, la musique et l'astronomie. Ces pratiques étaient fort éloignées de ce que nous appelons aujourd'hui botanique, médecine et astronomie, car la science telle que nous la connaissons maintenant n'existait pas. La pensée des peuples premiers était magique et analogique. Elle tissait un réseau de correspondances secrètes et sacrées entre les plantes, les planètes, les organes malades, les sonorités de la lyre et le chant. Les médecines traditionnelles de la Chine et de l'Inde ont conservé la mémoire de cela. La botanique s'apparentait à une géométrie sacrée car la forme, la couleur, l'habitat et le mode de développement des plantes indiquaient leur fonction thérapeutique. La médecine était l'art de guérir par l'enseignement des rêves envoyés par Apollon. La musique induisait la claire conscience des azurs limpides, mariée au rugissement des forces des profondeurs. Une alliance censée métamorphoser l'état de la personne. L'astronomie, enfin, était autant une observation des astres qu'une lecture symbolique des corps errants du ciel, c'est-à-dire une astrologie. Qu'il soit médecin, astronome, astrologue, musicien ou simplement amoureux de la vie, le disciple de Chiron élargit sans cesse sa conscience en apprenant à lire les signes. En lui résonnent les symboles, il sait et il sent, et il palpe l'immense réseau de correspondances secrètes où les fils du vivant tissent un dessin inconnu de lui, peut-être même inconnaissable. Je trouve ça tellement beau. L'écriture de Luc Bigé est absolument merveilleuse. C'est un poète, ce mec. Et c'est normal, il a pris à Pambalance. Je rigole. Je pense pas qu'il m'écoute de toute façon. Mes amis, je sais même pas si j'ai fini. Est-ce que j'ai fini? J'en sais rien. Je pense que oui. Voilà, c'est une des 3 voies de contact avec le monde subtil, la pensée magique et analogique. Et c'est la proposition. Cette nouvelle manière de penser, en fait, c'est la proposition de revenir au début, hein, au démarrage. Parce que la grande force de Luc Bigé, c'est justement de mettre en balance, avec autant de poids et autant de précision, le travail du cerveau gauche et le travail du cerveau droit. C'est aussi pour ça que moi, je suis à fond avec Luc Bigé, parce que c'est mon sujet aussi, cerveau gauche, cerveau droit. Si vous connaissez un peu mon travail d'écriture et d'audio, je crée des audios binauraux, je vous invite à aller sur mon site. Voilà les amis, ce serait sympa de mettre un petit like, faire un partage, un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup, parce que j'ai pas plus envie que ça de bosser pour les algorithmes, vous comprenez? Et donc je compte sur vous, right? Et puis si vous avez envie de venir me voir, eh bien c'est pas compliqué, vous allez sur mon site internet et vous avez en description tous les accès possibles. Est-ce que j'ai terminé? Jupiter va entrer dans la zone rétrogradation de Mars en Gémeaux. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Bon, nouvelle lune, nouveau cycle, hein. Donc, on en a pour 28-29 jours. Et moi, je vous invite justement à contacter ce Chiron, là, d'accord? Le fait de être dans cette espèce d'équilibre entre la pensée analogique et la pensée logique, hein. Il ne s'agit pas finalement de dire que l'une des deux n'existe pas. On est OK. Là, moi, j'ai un process logique dans ma manière d'exprimer tout ça. Mais c'est vrai que c'est tellement pénible d'entendre les gens qui vous disent « Ah oui, mais c'est symbolique », alors que c'est d'une force incroyable. OK? Les impulsions sont infusées par la présence du sacré, mais on les contacte en permanence. À la prochaine.
Bye bye.